Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 9e semaine de 2026, l'avis de l'Union revient sur les conséquences en Europe de l'annulation des droits de douane de Donald Trump, sur le veto de la Hongrie sur le prêt à l'Ukraine, sur le financement d'avortements partout dans l'UE et sur l'application provisoire de l'accord avec le Mercosur. Dans le club des 27, l'Espagne déclassifie les archives du putsch de 1981, la Slovaquie coupe les livraisons d'électricité d'urgence à destination de l'Ukraine, le chancelier allemand a réalisé sa première visite officielle en Chine, le Danemark va connaître des élections anticipées et 4 personnes sont condamnées dans une affaire d'espionnage en Grèce. Et chez nos chers voisins, la Russie voit l'économie de guerre devenir un fardeau. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Commerce. L'annulation des droits de douane réciproques par la Cour suprême a des conséquences sur l'accord de Turnberry. Vendredi 20 février, la Cour suprême des États-Unis a annoncé l'annulation des droits de douane réciproques décidés par Donald Trump, les jugeant illégaux. La plus haute juridiction américaine déclare que ces droits de douane ne peuvent pas être invoqués avec comme base juridique la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux. Dans la foulée, la Commission européenne réaffirme sa volonté de faire baisser les barrières douanières des deux côtés de l'Atlantique. Une posture très critiquée puisque Donald Trump ne recule que quand on lui résiste. L'exécutif européen est soucieux de garder les États-Unis auprès de l'Europe, notamment pour sa sécurité, parce que même si l'Union européenne a promis de grands plans pour son autonomie militaire, elle ne se construit pas en un claquement de doigts, mais aussi pour le soutien à l'Ukraine, puisque même si les États-Unis ont massivement réduit leur soutien financier et matériel, il reste que la première puissance mondiale continue de fournir des renseignements déterminants pour l'Ukraine. Une doctrine confirmée par le commissaire au commerce international, Maroš Šefčovič. Mais à force de ne pas vouloir l'escalade à l'extérieur, l'Union européenne se retrouve avec des chefs de gouvernement qui se sentent grisés par le soutien américain et s'affirment comme des chevaux de Troie du Trumpisme en Europe. Nous aborderons ce point plus tard dans le podcast. Toujours est-il qu'il n'a pas fallu longtemps à Donald Trump pour remettre en place ses 15% de droits de douane. Le président américain l'a annoncé le lendemain sur la base de l'article 122 de la loi sur le commerce qui permet d'adopter des droits de douane valables 150 jours et renouvelables par le Congrès. Mais une telle situation pose beaucoup de questions. Quid des droits de douane illégaux ? Seront-ils remboursés ? Est-ce que l'accord de Turnberry sera toujours valable ? Pour cette dernière question, le Parlement européen a tranché. Le président de la Commission du commerce international du Parlement européen, Bernd Lange, a annoncé dimanche soir vouloir suspendre les travaux sur l'accord UE-États-Unis. Il réclame que les États-Unis mettent les choses au clair pour assurer une prévisibilité dans les échanges transatlantiques. Le fait que les droits de douane mis en place en urgence ne soient valables que pendant 150 jours ne fait que repousser l'incertitude, surtout que le Congrès américain ne semble pas favorable au maintien des droits de douane tant ils ont un impact sur le pouvoir d'achat des Américains. Certains insistent pour dire que l'annulation des droits de douane rend caduc l'accord. L'incertitude touche les entreprises des deux côtés de l'Atlantique et pourrait fortement ralentir les échanges le temps que la situation se clarifie. Des secteurs comme les vins et les spiritueux ont déjà beaucoup souffert des droits de douane, avec une augmentation en moyenne de 30% des prix qu'il fallait répartir entre le producteur, le revendeur et le consommateur. Finalement, mardi, la Maison-Blanche annonce des droits de douane mondiaux à 10%, en dessous des 15% annoncés, mais aussi inférieurs à ceux de l'accord UE-États-Unis, dont l'effet pourrait s'éteindre le 24 juillet. Le secteur des vins et spiritueux est très heureux de cette annonce qui peut relancer temporairement les exportations. Les produits laitiers
eux, se retrouvent avec des taxes combinées supérieures à 25% vers les États-Unis. Affaires étrangères. La Hongrie pose son veto pour le prêt à l'Ukraine et au 20e paquet de sanctions contre la Russie. Jamais la Hongrie n'avait sauté le pas. Elle avait plusieurs fois menacé de ne pas voter le soutien à l'Ukraine ou les paquets de sanctions, mais avait chaque fois cédé contre des contreparties. Cette fois, les choses changent. À un mois et demi des législatives hongroises qui se dérouleront le 12 avril, le Fidesz est à 10 points derrière le parti de Péter Mayer, Tisza. Un peu moins d'une semaine après la visite de Marco Rubio, certains formulent l'hypothèse que les États-Unis tenteraient de tordre le bras à l'Ukraine et de la forcer à signer une paix injuste et déséquilibrée, et que la Hongrie pourrait jouer un rôle central dans ce scénario. Vendredi 20 février, le ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó, annonce que la Hongrie va opposer son veto aux près de 90 milliards d'euros à l'Ukraine et au 20e paquet de sanctions européennes contre la Russie, lundi 23 février. Malgré les efforts à Bruxelles pour faire changer d'avis la Hongrie pendant le week-end, le veto est déclenché lundi. C'est la première fois qu'un État membre ne tient pas une promesse faite lors d'un Conseil européen. La Hongrie avait promis de soutenir le texte lors du Conseil européen du 18 décembre 2025 si elle pouvait bénéficier d'une exemption. Les États membres favorables au prêt étaient donc passés par une coopération renforcée. La Hongrie justifie son veto par le fait que l'Ukraine empêcherait le transit de pétrole brut russe vers la Hongrie par l'oléoduc Druzhba. Le dit oléoduc a été endommagé le 27 janvier, selon toute vraisemblance, par un bombardement russe. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Andriy Sybiha, affirme que l'Ukraine poursuit les travaux de réparation et de stabilisation de l'oléoduc. La justification hongroise semble fallacieuse, l'Ukraine fait de son mieux, la Croatie avait proposé que le transit de pétrole brut vers la Hongrie passe par chez elle, ce qui a été refusé. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, dont le pays est lui aussi affecté par l'arrêt du transit de pétrole, justifie ce refus car en passant par l'oléoduc Adria, le prix du brut serait multiplié par 5. Les raisons réelles seraient l'opportunité politique et un chantage au fonds européen. Le gouvernement hongrois accuse même l'Ukraine d'avoir déjà réparé l'oléoduc, mais de bloquer le transit de pétrole pour influencer le prix du pétrole à l'approche des législatives hongroises. Aussi, la Hongrie souhaiterait que la Commission débloque les fonds alloués à la Hongrie du programme SAFE destiné au réarmement des défenses européennes. Il semble que Viktor Orban se gargarise du soutien américain et ce coup d'éclat vient souligner sa rhétorique anti-Bruxelles qu'il porte dans le cadre de la campagne législative, campagne durant laquelle il accuse l'Ukraine de soutenir Péter Mayer et son parti Tisza. La Commission voulait qu'Ursula von der Leyen et le président du Conseil, Antonio Costa, viennent commémorer les 4 ans de guerre à Kiev avec la bonne nouvelle de l'adoption des 2 textes. Le veto de la Hongrie est venu contrarier le plan. Les autres États membres se sont indignés du veto alors que l'Ukraine risque le défaut de paiement en avril, ce qui crée une situation extrêmement grave et qui pourrait forcer l'Ukraine à cesser la guerre, faute de moyens. De plus en plus, la Hongrie de Viktor Orban affirme sa dépendance à l'international réactionnaire. Contrairement à d'autres pays qui ont trouvé des alternatives au pétrole et au gaz russe, la Hongrie n'a cessé de renforcer son approvisionnement, en témoignent les importations de pétrole brut russe qui représentaient 61% du pétrole importé en Hongrie en 2021 contre 92,29% en 2025 avec des rabais russes qui rendent le pétrole en Hongrie bon marché. Des importations garanties par Donald Trump qui a exempté la Hongrie des sanctions concernant l'importation de pétrole russe. Difficile de ne pas faire le lien entre l'escalade rhétorique et politique de Viktor Orban et l'influence de Donald Trump. Mercredi 25 février, la Commission européenne affirme que la Hongrie et la Slovaquie ne risquent pas de pénurie.
Les deux pays commencent à peine à puiser dans leur stock d'urgence, mais il n'y a pas de risque de tomber à court, l'Ukraine ayant annoncé la remise en marche de l'oléoduc pour le 3 mars et que les réserves constituées permettent de tenir 3 mois. Les ministres des Affaires étrangères belges et allemands, Maxime Prévost et Johan Wadephul, ont dénoncé l'attitude de la Hongrie. Ursula von der Leyen l'assure, le prêt de 90 milliards d'euros sera validé quoi qu'il arrive. Elle s'entretient avec les États membres favorables au prêt pour trouver une solution. Jeudi 25 février, Viktor Orban semble offrir une porte de sortie à la crise en proposant au Conseil européen d'envoyer une mission d'experts pour évaluer l'oléoduc. Mais en parallèle, il s'est mis en scène sur les réseaux sociaux dans une panic room avec les services secrets hongrois prétendant que l'Ukraine tentait d'emmener la Hongrie dans la guerre en déstabilisant son réseau énergétique, jouant une fois de plus sur les craintes des Hongrois d'envoyer des soldats en Ukraine. Santé. La Commission répond favorablement à l'initiative My Voice, My Choice pour un avortement sûr partout dans l'UE. Les derniers jours de la campagne My Voice, My Choice se sont révélés très compliqués, des rumeurs circulaient sur le fait que la Commission ne donnerait pas suite à l'initiative citoyenne européenne qui avait pour but de donner les moyens aux femmes privées d'avortement dans un des États membres à cause du droit national d'être aidées financièrement par l'Union européenne pour procéder à une interruption volontaire de grossesse dans un État membre où l'avortement est autorisé. Mais finalement, la Commission européenne a confirmé, jeudi 26 février, que les États membres de l'UE pourront puiser dans les fonds européens existants pour aider les femmes à avoir accès à un avortement sûr. Ce sera le Fonds social européen qui pourra être utilisé dans ce cas de figure. Le Fonds social européen finance déjà des programmes liés à la santé et désormais l'avortement sera éligible. Les États membres pourront puiser de manière volontaire dans le Fonds social européen qui leur est alloué. C'est une avancée majeure. Les porteuses de la pétition ont célébré cette décision comme une victoire, même s'il n'y a pas un fonds dédié uniquement à l'avortement, ce qui rend peut-être l'initiative un peu fragile. En Italie, la clause de conscience est invoquée par 90% des gynécologues. Bien que le droit à l'avortement existe, il est fortement réduit. À Malte et en Pologne, l'avortement est interdit, sauf exception très restrictive, comme le danger pour la vie de la mère. En Pologne, des mères sont décédées parce que les médecins refusaient de reconnaître le danger. Il s'appliquera où l'avortement est fortement restreint ou même dans les pays où il coûte cher. C'est le cas de l'Allemagne qui refuse de prendre en charge les frais liés à l'avortement. C'est une décision qui est révolutionnaire parce que même si la Commission n'a pas de compétences sur les questions de santé, elle donne un outil supplémentaire aux États membres pour élargir l'accès à l'avortement. Commerce. L'accord UE-Mercosur appliqué de manière provisoire après la ratification par l'Uruguay. Vendredi 27 février, Ursula von der Leyen a annoncé l'application provisoire de l'accord UE-Mercosur après que l'Uruguay l'ait ratifié. Une ratification suivie de près par celle de l'Argentine. L'application provisoire est possible puisque les 27 ont atteint la majorité qualifiée pour que l'exécutif européen ait le mandat pour signer l'accord et de le mettre en œuvre malgré le recours devant la CJUE. Sans surprise, la France regrette que cette application se fasse sans avoir consulté le Parlement européen, qui était très divisé sur la question, mais qui penchait plutôt en défaveur de l'accord. L'Allemagne et l'Espagne, au contraire, s'en félicitent, leur permettant de trouver des débouchés et de s'offrir des opportunités économiques alors que l'Union est confrontée à 2 guerres commerciales avec les États-Unis et la Chine. C'est d'ailleurs un accord qui permet de damer le pion à la Chine qui lorgnait sur le marché sud-américain. Reste que l'accord a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. La Cour de justice doit évaluer la compatibilité de l'accord avec les traités européens. La procédure prendra 1 an et demi.
La Cour de justice tient entre ses mains la vie d'un accord qui a mis un quart de siècle à prendre vie. Une période pendant laquelle les pays européens pourront exporter des voitures, des machines, des vins et des spiritueux, et importer de la viande bovine, de la volaille, du sucre, du riz, du miel et du soja. Même les clauses miroirs sur les traitements pour les animaux et les pesticides utilisés, et les clauses de sauvegarde pour éviter une déstabilisation du marché européen, n'ont pas convaincu les plus réticents. Il faudra faire avec pendant au moins 1 an et demi. Passons désormais au Club des 27. Espagne. Des documents sur la tentative de coup d'État de 1981 vont être déclassifiés. Depuis des décennies, les historiens espagnols faisaient le vœu de pouvoir avoir accès aux archives du coup d'État du 23 février 1981. Vœu exaucé à l'occasion du 45e anniversaire de la tentative de putsch. Le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé lundi 23 février la publication des archives sur le site de la Moncloa, le site du gouvernement. La décision devait être prise le lendemain en Conseil des ministres pour une publication avec effet quasi immédiat le mercredi 25 février. Pedro Sánchez a déclaré sur X que les démocraties doivent connaître leur passé pour construire un avenir plus libre. Petit rappel des faits, le 23 février 1981, le lieutenant Terrejo, accompagné de 200 hommes, fait irruption dans la Chambre des députés et décharge son pistolet. Il n'en était pas à son coup d'essai, puisqu'il avait été condamné l'année précédente pour son implication dans l'opération Galaxia en 1978 qui visait à stopper la transition démocratique. Le roi Juan Carlos avait alors appelé les capitaines et généraux à lui rester loyaux lors d'une allocution à la télévision où il avait endossé un habit militaire pour l'occasion. Un épisode qui lui avait permis d'asseoir sa légitimité comme chef d'État. L'échec du putsch est la base du mythe démocratique de l'Espagne moderne. Les conspirateurs ont été condamnés à 30 ans de prison, dont le général Alfonso Armada, qui revendiquait le leadership de la junte. Au final, le putsch avait échoué car les conspirateurs au sommet n'avaient pas les mêmes objectifs, certains voulant un putsch au nom du roi avec le maintien de la monarchie et d'autres qui souhaitaient que le putsch mette simplement une junte au pouvoir. Des historiens doutent de la réelle influence du roi sur cet épisode. Signe du destin, le lieutenant Antonio Terrejo est décédé le jour de la publication des archives à l'âge de 93 ans. Dans la classe politique espagnole, la publication des archives a fait beaucoup parler. La droite pense que c'est un écran de fumée destiné à éviter que l'on parle des affaires qui entourent le gouvernement et sa fragilité, et que le débat autour des archives occupe l'espace médiatique pendant quelque temps. C'est aussi une tentative de contenter les indépendantistes qui ont souffert du franquisme pendant des décennies et de désarmer des discours conspirationnistes de l'extrême droite. Juan Carlos espère revenir en Espagne, lui qui s'est exilé aux Émirats arabes unis depuis 2020 après son abdication en 2014, causée par le scandale de la fortune dissimulée du roi et un système de corruption dont il a profité, mais aussi pour ses tromperies et ses parties de chasse clandestines en Afrique. Juan Carlos a depuis régularisé sa situation auprès du fisc espagnol. Le leader du Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, demande au roi Felipe VI d'autoriser son père à revenir pour avoir sauvé la démocratie. Le gouvernement Sánchez ne s'y oppose pas. Mais dans un contexte où la monarchie reste fragile, impopulaire, considérée comme coûteuse et obsolète par certains, le retour d'un roi déchu qui a déçu son peuple ne donnerait pas une bonne image. Slovaquie. Le gouvernement décide de couper les livraisons d'électricité d'urgence à l'Ukraine. C'est un peu le prolongement du coup politique de Viktor Orban. La Slovaquie est elle aussi touchée par l'arrêt des livraisons par l'oléoduc Druzhba.
Samedi 21 février, le Premier ministre Robert Fico menace l'Ukraine de couper l'approvisionnement en électricité d'urgence à destination de l'Ukraine si l'Ukraine ne reprend pas le transit de pétrole par l'oléoduc Druzhba. Menace mise à exécution lundi 23 février. Après le veto de la Hongrie sur le prêt à l'Ukraine de 90 milliards d'euros, c'est donc l'électricité qui est coupée par la Slovaquie. L'Ukraine vit son pire hiver depuis 10 ans, avec des températures polaires flirtant avec les moins 25 degrés. Même si la Slovaquie ne représente que 18% de l'approvisionnement en électricité de l'UE, ce qui ne devrait pas faire empirer la situation ukrainienne de manière dramatique, les Ukrainiens subissent déjà des restrictions en ne pouvant utiliser l'électricité que quelques heures par jour. Chiffre à souligner, la Slovaquie a fourni plus d'électricité à l'Ukraine en janvier 2026 que sur toute l'année 2025, ce qui démontre l'ampleur de l'affaiblissement du réseau électrique ukrainien régulièrement attaqué par la Russie. Robert Fico annonce donc l'état d'urgence pétrolier et promet d'autres mesures de réciprocité si l'Ukraine persiste à ne pas livrer de pétrole. Une manière de culpabiliser un pays victime qui n'a pas qu'un oléoduc à réparer. La Slovaquie menace même de bloquer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine si elles persistent. Comme pour le veto hongrois, difficile de ne pas faire le rapprochement entre la visite de Marco Rubio et une manœuvre politique coordonnée de la Hongrie et de la Slovaquie. Allemagne. Friedrich Merz opère sa première visite officielle en Chine. Arrivé mercredi 25 février à Pékin, le chancelier Friedrich Merz a réalisé sa première visite officielle dans la deuxième économie mondiale pour une durée de 2 jours avec une importante délégation d'entreprises et d'industries allemandes. La Chine, ancienne Eldorado de l'industrie allemande, est devenue un sérieux concurrent sur les industries phares telles que l'automobile ou encore les machines-outils. Dans le domaine automobile, la Chine a permis l'émergence d'acteurs mondiaux des voitures électriques tels que BYD par exemple, qui ont complètement affaibli l'influence d'entreprises comme Volkswagen ou BMW dans l'empire du milieu et qui viennent désormais leur grignoter des parts de marché sur le sol européen avec des voitures électriques meilleur marché malgré les droits de douane imposés par l'UE aux voitures électriques produites et subventionnées en Chine. Un déséquilibre croissant entre les deux pays en défaveur de l'Allemagne, qui s'est soldée par un déficit commercial de 90 milliards d'euros avec la Chine en 2025. C'est d'ailleurs pour ça que les industriels allemands demandent une plus grande fermeté vis-à-vis de la Chine. Mais l'Allemagne et la Chine ont des problèmes en commun, notamment les tensions géopolitiques internationales qui créent de l'incertitude dans les milieux économiques, surtout concernant le prix des matières premières qui pourrait encore s'envoler, mais aussi la guerre commerciale engagée par les États-Unis à l'encontre de la Chine et de l'Union européenne. Le président chinois, Xi Jinping, tente de rassurer le chancelier allemand en présentant la Chine comme un partenaire fiable et constant, champion du multilatéralisme et du libre-échange. Friedrich Merz formule quand même le souhait que les relations économiques entre les deux pays se rééquilibrent. Seule annonce de taille de ce voyage, la vente de 120 avions Airbus, une commande record de la Chine, sans toutefois préciser le type d'avion, ni même l'usage qui peut en être fait. Friedrich Merz annonce par ailleurs que d'autres contrats sont en passe d'être conclus, mais là aussi sans plus de précision. Même si le président chinois promet des relations fructueuses pour le futur, la dynamique chinoise est en train d'écraser l'industrie allemande. Les Allemands importent de plus en plus des produits chinois et exportent de moins en moins vers la Chine. Aucun sujet de discorde n'a été abordé durant ces 2 jours, ce qui démontre que l'Allemagne entend bien préserver ses relations diplomatiques avec la Chine, même si pour l'instant, l'Allemagne y gagne de moins en moins. Danemark. La première ministre convoque des élections législatives anticipées.
Jeudi 26 février, la Première ministre tient une allocution au Folketing, le Parlement danois. Elle annonce avoir demandé au roi de convoquer des élections législatives anticipées. Elles auront lieu le 24 mars. Sortie renforcée de la séquence concernant le différend entre le Danemark et les États-Unis sur le Groenland, Mette Frederiksen entend bien profiter de la dynamique pour que le Parti social-démocrate obtienne un mandat clair et puissant. Elle plaide pour le réarmement du pays, pour une contribution à la protection de l'Union européenne en soutenant l'Ukraine contre la Russie, mais aussi contre les menaces venant de l'Ouest, sans les nommer, les États-Unis et les risques de terrorisme venant du Sud. Sans surprise, son discours sur l'immigration se veut encore strict, un moyen d'éviter que le sujet ne soit uniquement de droite ou d'extrême droite. Elle souhaite même continuer à faire de la sécurité au sens large la pierre angulaire de sa politique. Son objectif est que le Danemark s'affirme pleinement. Actuellement, les sociodémocrates gouvernent en coalition avec le Parti libéral et le Parti centriste. Après l'échec des municipales, où son parti avait perdu une quinzaine de communes, dont la capitale Copenhague, raflée par le Parti populaire socialiste, en novembre 2025, le Parti social-démocrate entend bien rebondir de la meilleure manière. Au Folketing, il y a 179 sièges, 175 sont réservés à la métropole et 4 sont réservés aux représentants ultramarins du Groenland et des îles Féroé, 2 sièges chacun. Le Premier ministre des Féroé a lui aussi convoqué des élections qui auront lieu 2 jours plus tard, le 26 mars. Grèce. 4 personnes condamnées à 8 ans de prison dans le scandale des logiciels espions. C'est une affaire qui secoue le pays depuis les révélations du journaliste Thanasis Koukakis, lui-même victime en 2022. Plus d'une centaine de personnalités, dont des ministres, des journalistes, des entrepreneurs et des hauts gradés, ont vu leur smartphone mis sur écoute via le logiciel espion Predator. Toutes ces écoutes ont semble-t-il été réalisées par l'EYP, les services secrets grecs. Cette semaine avait lieu le délibéré des 4 accusés, tous membres de l'entreprise Intellexa, dont le fondateur, l'Israélien Tal Dilian, et sa compagne, ainsi que 2 collaborateurs grecs. C'est Intellexa qui a commercialisé le logiciel espion Predator en Grèce. Le logiciel permettait d'avoir accès aux messages, aux photos, mais aussi d'activer le micro et la caméra à distance. Les 4 accusés écopent de 8 ans de prison pour violation du secret des communications téléphoniques, mais aussi pour intervention dans un système d'archivage de données à caractère personnel de manière répétée et accès illégal à un système d'information ou de données. Ils étaient absents lors du verdict, mais ont annoncé faire appel, un appel qui est suspensif, ils sont donc encore libres. Mais l'affaire pourrait bien ne pas s'arrêter là et impliquer gravement le gouvernement. Les médias grecs surnomment d'ailleurs l'affaire le Watergate grec, qui reprend le nom du scandale qui avait poussé le président américain Richard Nixon à la démission après qu'une tentative de cambriolage se soit avérée être une opération de renseignement destinée à écouter le Watergate, le siège des démocrates aux États-Unis. Plusieurs éléments semblent relier le gouvernement à cette affaire. Tout d'abord, le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a mis les services secrets sous sa supervision directe dès son arrivée au pouvoir en 2019. Ensuite, son neveu et collaborateur de l'époque, Grigoris Dimitriadis, avait des liens étroits avec Intellexa. Le Premier ministre lui a demandé sa démission, ainsi qu'au chef des renseignements grecs, après que le scandale ait éclaté. En juillet 2024, la Cour suprême avait disculpé les services secrets et les responsables politiques, une décision largement critiquée par les victimes, les journalistes et les ONG des droits de l'homme qui y ont vu une tentative d'étouffer l'affaire. Nikos Androulakis, le leader du PASOK, était alors député européen en 2022 lorsqu'il s'est rendu compte que son téléphone était sur écoute.
Il a annoncé attaquer cette décision devant la Cour européenne des droits de l'homme. Le tribunal d'Athènes va transférer le dossier au parquet de première instance d'Athènes pour voir s'il y a des responsabilités politiques à établir. Même si le Premier ministre affirme que l'État n'a pas acheté de licence pour utiliser Predator, le procureur d'Athènes n'y croit pas, étant donné qu'Intellexa ne traitait qu'avec des États et non pas avec des particuliers. Kyriakos Mitsotakis est de plus en plus menacé par l'affaire et ça risque de ne pas aller en s'arrangeant. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Russie, le lent poison de la guerre dans l'économie russe. Même si la Russie semble survivre aux sanctions internationales, la situation dans le pays n'est guère réjouissante. Les artisans et petites entreprises souffrent particulièrement de l'économie de guerre qui ne permet plus de tirer la croissance vers le haut en Russie. Le ministre de l'économie, Maxime Rechetnikov, avertissait déjà en juin 2025 que la Russie était au bord de la récession, vite recadrée par le Kremlin. Le déficit budgétaire russe va passer de 3,5 à 4,4% en 2026. C'est le Premier ministre Mikhail Mishustin qui l'a annoncé devant la Douma mercredi. Un déficit qui se creuse plus vite que prévu pour une croissance qui sera nulle, voire en récession. Le budget de la défense continue de progresser avec une hausse de 30% pour 2026, ce qui fait que les dépenses pour la défense représentent 7% du PIB et 40% des dépenses de l'État. Et pour compenser le déficit budgétaire, il faut de plus grosses recettes. Les sanctions qui touchent les hydrocarbures russes affectent efficacement la Russie, associée aux frappes ukrainiennes sur les raffineries russes qui diminuent les capacités de production, ce qui était le principal revenu de la Russie avant 2022, ne permet plus de financer durablement l'État. Reste la fiscalité pour compenser les dépenses. Une fiscalité qui commence à peser très lourd sur les petites entreprises et sur les entrepreneurs individuels qui ont vu leurs impôts et leurs charges exploser. En parallèle, l'augmentation de la TVA de 20 à 22% n'incite pas du tout à consommer, la faute aussi à des taux d'intérêt qui ont atteint les 20% en 2025 pour compenser les effets d'une inflation à 10%. En février, la Banque centrale russe a abaissé les taux d'intérêt à 15,5% avec une inflation redescendue officiellement à 5%. La Russie est en train d'hypothéquer son avenir en ne permettant pas les investissements. En dehors des prêts subventionnés par l'État, les taux d'intérêt sont à 18%. Les défauts de paiement des créances se multiplient et énormément de commerçants et artisans se disent pris à la gorge par la fiscalité. Impossible d'investir même pour des projets personnels. L'économie dépend énormément de l'État, mais l'industrie de guerre ne parvient plus à tracter l'économie russe, c'est même tout l'inverse, elle est en train de la cannibaliser. Les autres industries passent à la semaine de 4 jours, faute de débouchés pour leurs produits. Même les régions subissent des déficits records avec des dépenses 3,6 fois supérieures à celles de 2024, un moyen pour le Kremlin d'adoucir son bilan économique. 74 régions ont clôturé l'exercice 2025 en déficit. Elles étaient 50 en 2024. Tous les indicateurs rendent les spécialistes pessimistes, ce qui pourrait même encore ralentir la consommation des ménages et aggraver la situation. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 9e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast. Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.